Voilà, j'ai regardé ma montre pour être sûr qu'on n'était pas en retard. Chez nous, les universitaires, on parle du quart d'heure académique. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire, il faut le faire dans les 15 minutes qui viennent. On n'a pas encore un quart d'heure, donc on est dans les temps. Et dans ce centre qui vous accueille, c'est une vertu que l'on tient absolument à préserver et très souvent contre vents et marées. Ça, c'est une dimension dont je voudrais bien qu'on discute quelque part. Et je suis sûr et certain que notre conférencier d'aujourd'hui, M. Claude Grunitzky, vous parlera de la vertu de la ponctualité, parce que c'est un domaine dans lequel nous avons à faire des efforts. Mais dans un premier temps, je voudrais tout simplement saisir l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue au Centre de recherche ouest-africain, plus connu sous le nom de West African Research Center, WARC. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que nous avons des relations de travail très serrées, très cordiales, très productives aussi avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que ce travail-là a été décentralisé ici. Et je remercie la délégation de l'ambassade de cette courtoisie et de cette volonté de collaborer avec nous dans le cadre de leurs activités qui visent vous, les jeunes. Je ne voudrais pas dépasser cette dimension de la courtoisie en vous disant tout simplement d'Allen ak Jàmm et en espérant que la conférence sera quelque chose qui va vous être utile. Bon, quelque part aussi, on m'a peut-être demandé de dire un petit mot sur M. Grunitzky. Il n'y a rien qui, jusqu'à 3 minutes, il n'y a rien qui pouvait justifier que je puisse dire un mot sur M. Grunitzky. Parce que je le vois pour la première fois, aujourd'hui même. Mais attention, ça fait 50 ans depuis le moment où j'ai entendu son nom. Il n'a pas 50 ans. Mais l'histoire de l'Afrique indépendante ne peut pas s'écrire sans son nom de famille. Et cela, vous le rapportez au Togo. Et le nom qu'on entendait, ce n'était pas Claude, mais c'était Nicolas. Monsieur Nicolas Grunitzky. Combien de fois ai-je entendu ça alors que j'étais enfant, allant à l'école primaire dans une petite ville du Saloum qui s'appelle Sokone. Donc quand on m'a dit Monsieur Claude Grunitzky, je me suis dit, mais dis donc, ça, you know, comme on dit en anglais, it rings a bell. Il y a une cloche dans votre tête qui sonne. Mais l'autre raison pour laquelle ça me fait plaisir de parler de lui, c'était aussi une surprise parce que l'affiche est là et avec sa photo, il y a Trace. Trace, c'est une chaîne de télévision que je connais très bien et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce Grunitzky a à faire avec Trace? Est-ce que c'est une publicité pour cette chaîne de télévision Trace? Mais ce n'est pas ça. C'est lui le fondateur, l'initiateur. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça c'est une télévision qui compte parmi les télévisions de ce monde-là. Et si vous voulez voir de belles images, entendre de belles chansons et voir de beaux pas de danse, Trace pour vous. You know, that station can entertain you. Les autres raisons pour lesquelles ça me fait plaisir de le présenter, parce que je vous vois en lui. Je vous vois tous et toutes tant que vous êtes en lui. Il m'a fait tout à l'heure une remarque. Oui, mais M. Sen, vous savez, hein, les gens, ils croient que le fait que mon papa ait été président, ça m'a ouvert des portes. Que nenni. Combien de personnes dans cette ville, dans ce pays, sont les fils ou les filles de quelqu'un et qui ne peuvent même pas ouvrir une fenêtre? Ça ne justifie absolument rien. Vous pouvez être fils de grand marabout, fils de président, fils de député ou fils de ministre, et vous pouvez terminer votre vie dans un caniveau. On en voit des exemples un peu partout. Par contre, vous pouvez être
fils de paysans dans le bassin arachidier, vous avez fini de cultiver votre champ, le champ de votre papa, vous revenez à l'université pour étudier. C'est cet arachide-là qui va vous nourrir, mais demain, vous serez peut-être le responsable de ce pays-là. Vous avez des exemples ici au Sénégal. Je ne vais pas faire la publicité de qui que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous connaissez l'adage en Wolof? J'espère que vous connaissez et j'espère que vous écoutez Youssou Ndour. Donne sa baille. Plutôt que de compter sur l'héritage de ton père, mais sois ton père toi-même. Assure ton propre succès et assume-toi et justement, occupe-toi de ton père et de ta maman comme le veut la tradition africaine. Ça, c'est M. Grunitzky. Aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler du nom de son grand-père ou grand-oncle, mais vous le connaissez lui. Ou alors, si vous ne le connaissiez pas, vous connaissez quelque chose qu'il a créé de ses propres mains. Comprenez ce que je veux dire? Autre chose, on me dit qu'il parle 6 langues. C'est phénoménal ça. Mais combien de Sénégalais, d'Africains n'étant jamais allés à l'école peuvent vous dire je parle Diola, je parle Mandingue, je parle Wolof, je parle Lébou, je parle Serer, mais ça, ce n'est pas une gloire dans notre contexte culturel. Parler 2 ou 3 langues, vous êtes comme lui. Enfin, vous êtes comme lui parce que, you know, he is a success story, but look how young he is. He's not graying like me, you know. Donc, vraiment, et puis, il y a quelque chose qui est en lui aussi. Enfin, c'est mon point, dernier point. Mais là aussi, il y a une association entre lui et vous, parce que vous aspirez à ça. Vous aspirez à ça. Son nom est associé à des institutions d'une réputation internationale. N'importe qui est dans le business, n'importe qui est dans les innovations et l'industrie, connaît la grande entreprise américaine Goldman Sachs. Tout jeune Africain qui voudrait aller étudier aux États-Unis envisagerait la possibilité peut-être de mettre un pas quelque part à Boston, dans le New England, et d'aller, à défaut de s'asseoir sur les bancs, visiter au moins l'institution que l'on appelle MIT. Bon. Et enfin, si vous êtes dans l'audit ou de la comptabilité, même ne serait-ce qu'au Sénégal, vous aimeriez aller faire un stage à Ernst & Young, à défaut d'avoir là-bas un fauteuil et un bureau. Vous voyez donc, vous-même, quand vous regardez M. Grunitzky, et quand il vous regarde, quand il se regarde, il vous regarde. Vous vous ressemblez. Il suffit tout simplement que vous fassiez ce petit geste-là qui va vous donner le succès de M. Grunitzky, ce qui explique le fait que vous soyez ici pour l'écouter, pour qu'il vous révèle ses secrets. Donc, ladies and gentlemen, you know, we are very pleased to introduce Mr. Claude Grunitzky, who is going to give you certainly a talk, you know, on his many successes. Thank you very much. Professor Sen, I don't know if I can live up to this. Well, yeah, you will. Which Claude Grunitzky were you talking about? Marie, did you want to say a couple of words before we start? Yeah. Mesdames et messieurs, je me réjouis de représenter l'ambassade des États-Unis à Dakar, qui a invité le président fondateur de True Africa, Claude Grunitzky, pour animer cette conférence publique sur le thème l'entrepreneuriat. Claude Grunitzky, un modèle de réussite. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé jusqu'à présent. I will not wait a second longer before I hand it over to Monsieur Grunitzky. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Mon savoir-faire, mon expérience
à la nouvelle génération, et particulièrement aux jeunes entrepreneurs d'Afrique, que je motive, que je coach depuis déjà quelques années. Alors, le premier conseil, c'est où qu'on soit, qui qu'on soit, il faut toujours savoir bien se présenter. Alors, je vais présenter quelques images qui récitent, on va dire, le sens de ma vie, l'ADN, la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir entrepreneur dans les médias. Est-ce qu'on peut éventuellement passer ces quelques photos? Alors moi, mon histoire, ça a commencé avec ce type. Le type, l'homme blanc au milieu. Je ne sais pas s'il y a une personne dans cette salle qui pourra me dire qui c'est. Passons à la suivante. Il s'appelle Richard Kapuscinski. Et Kapuscinski, en fait, c'était un reporter de guerre, un Polonais, qui est devenu très proche du Négus, qui était un copain de Kwame Nkrumah, qui était avec Lumumba, qui a connu certains des héros de l'indépendance africaine et qui a écrit des récits absolument remarquables sur la libération des pays d'Afrique. Et en fait, en lisant ces récits à lui, j'ai décidé de devenir journaliste et de raconter des récits moi-même. Et donc, j'ai su dès l'âge de 10 ans que je voulais devenir journaliste. Mais en fait, Kapuscinski, c'est un nom polonais. Je voudrais qu'on passe la slide suivante, s'il vous plaît. Et ça commence, en fait, moi, mon histoire, l'histoire que racontait le professeur Sen, ça commence avec ce type. Et lui, c'est... on passe la suivante, s'il vous plaît. C'est le patriarche, c'est Eric Grunitzky. C'est un blanc, comme vous le constatez, qui est arrivé à Lomé et il est venu de Pologne en 1900 et il est devenu polygame. Il a eu 14 enfants. Il est devenu polygame comme beaucoup de blancs qui s'expatrient en Afrique. Et il a eu 14 enfants. Mais ce qui est intéressant avec ces 14 enfants, c'est que sa fille, l'une de ses filles, a épousé le père de la nation togolaise, le président Sylvanus Olympio, et son fils est devenu président de la République. Et donc moi j'ai grandi, passons à la slide suivante, dans un environnement où il y avait beaucoup de métis, où il y avait beaucoup de blancs, etc. Donc c'était les identités hybrides. Donc ce qui m'a un peu façonné dans cette histoire, c'est que c'était les années 70 à Lomé, et il y avait une crise d'identité au sein même de ma famille et au sein des gens que je fréquentais. J'ai grandi avec des Noirs qui voulaient être métis, des métis qui voulaient être blancs, et ça a vraiment marqué mon histoire. Et les raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire de mon identité ma vie et mon œuvre, c'est parce que j'ai découvert un autre univers, quand j'étais adolescent, qui a radicalement bouleversé le sens de ma vie. Passons la slide suivante, s'il vous plaît. J'ai découvert cet univers-là. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces gens-là. J'ai découvert l'univers du hip-hop et j'ai choisi de quitter l'univers familial qui était celui des gens qui étaient obsédés par le pouvoir pour tracer mon propre chemin. Et ça, ce chemin-là, c'était les médias. Une dernière slide, et après on a terminé. C'était les médias, et c'était les médias parce que j'avais une passion pour le hip-hop. Et cette passion pour le hip-hop, c'était quelque chose que j'ai transformé en aventure entrepreneuriale. J'ai créé un magazine à Londres. Ensuite, j'ai créé une édition américaine à New York. Et ensuite, on a développé, grâce au financement de la banque Goldman Sachs qu'a cité le professeur Sen, on a développé une chaîne de télé et ensuite plusieurs, et ça s'est très bien passé au niveau des médias. Mais en réalité, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de vous et pour vous parler du nouveau média que je viens de créer, parce que j'ai quitté l'aventure Trace en 2010 en revendant mes parts dans l'entreprise, et je viens de créer le 1er septembre dernier un nouveau média qui s'appelle True Africa. Et qu'est-ce que c'est que True Africa? C'est un média qui est destiné aux jeunesses d'Afrique. Donc on peut passer la slide suivante qui est la dernière. C'est trueafrica.co pour donner la voix aux jeunes Africains. Ce que j'ai constaté dans mes aventures entrepreneuriales entre le Royaume-Uni, entre l'Amérique, la France et les pays d'Afrique, c'est que les médias qui s'intéressent à l'Afrique sont essentiellement dirigés par des non-africains. Et qu'il y a très peu d'Africains qui arrivent à créer des médias émergents
qui pèsent et qui permettent aux Africains de s'exprimer eux-mêmes sur leur destin. Donc j'ai créé ce média pour donner la parole aux jeunes Africains. C'est un média qu'on a lancé en version anglophone, mais en septembre 2016, nous allons lancer une version francophone. On parle de musique, on parle de mode, on parle de cinéma, d'art contemporain, mais en réalité, il s'agit de décoder les nouvelles identités africaines et de donner un peu d'espoir à ceux qui veulent entreprendre et à ceux qui, parfois, manquent de confiance en eux. Ce que je remarque aujourd'hui dans les différents forums auxquels je participe un peu partout sur le continent, c'est que les jeunes qui m'abordent, souvent, pensent qu'il est très très difficile d'entreprendre et de réussir. Et que la peur de l'échec devient un obstacle qui, pour eux, est insurmontable. Et moi, ce que je leur dis, c'est que, en fait, quand on raconte ma biographie, on parle toujours des succès, mais ce que je leur dis, c'est que moi, j'ai eu plusieurs échecs très importants. La première aventure entrepreneuriale dans laquelle je l'ai lancée à l'âge de 23 ans, c'était un magazine qui s'appelait True, que j'avais monté avec ma cousine, qui était aussi ma meilleure amie. On était ensemble tous les jours. Et l'aventure True s'est soldée par un échec, une faillite. On a arrêté au bout d'1 an parce qu'on ne s'entendait plus. On n'avait plus du tout la même vision. Et ça a détruit non seulement notre amitié, mais ça a aussi créé d'énormes tensions au sein même de notre famille. Donc, c'est pas parce qu'on crée une première entreprise qui échoue qu'on doit s'arrêter là. Je pense que certains des entrepreneurs les plus accomplis aujourd'hui sont ceux qui ont échoué, qui ont pris des risques, mais qui ont su tirer des leçons de leurs échecs. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai pu émerger en tant qu'entrepreneur, c'est que je n'ai jamais répété les mêmes erreurs. Et donc les conseils que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est plus par rapport à vos projets à vous que par rapport à ma carrière. Je voudrais vraiment vous donner la parole pour que vous me posiez des questions liées à l'entrepreneuriat. Et j'aimerais que les questions soient assez brèves pour que je puisse répondre de manière concise et précise. Donc je vous remercie pour votre temps et j'aimerais vraiment vous donner la parole pour que vous me posiez des questions sur des projets éventuels que vous voudriez monter ou sur le leadership ou sur l'esprit d'équipe ou sur les différentes thématiques qui peuvent éventuellement sortir de cette discussion. Merci. Je pense être encore jeune, après mes 70 ans, parce que j'ai eu 70 ans au mois de mai. Et je dis à mes enfants, que la vieillesse, c'est dans la tête. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit, je vais y aller. Et j'ai invité quelques amis. Il y en a un qui est arrivé, mais qui paraît plus vieux que moi. C'est pourquoi il s'est mis derrière. Je voudrais remercier le directeur du WAP et ceux qui ont pris l'initiative de demander à M. Grunitzky de nous parler un peu de sa carrière. J'ai une question. Est-ce que vous vous adressez seulement aux jeunes ou bien est-ce que vous vous adressez surtout aux Africains? Je partage avec vous une condition. L'Afrique ne se développera jamais, jamais, tant que les Africains n'auront pas eux-mêmes confiance à ce qu'ils font et ce qu'ils veulent être. J'ai une carrière de fonctionnaire, j'ai pris ma retraite administrative en 2000, j'ai créé un cabinet d'experts comptables. J'ai racheté plutôt un cabinet d'experts comptables et on essaie de continuer à travailler avec les jeunes. C'est une sorte de pépinière. Je voudrais vous féliciter et surtout demander aux plus jeunes que moi, never give up. Merci. Merci pour le comme le média Trace que j'avais créé 20 ans auparavant est destiné aux jeunes et uniquement aux jeunes. Et pourquoi des jeunes? Parce que je trouve que l'adoption des nouvelles technologies, qui est au cœur même de notre modèle économique avec Internet, est absolument cruciale. Et les jeunes, en fait, arrivent à mieux appréhender les nouveaux modes de communication qui sont ceux des réseaux sociaux et WhatsApp et les différents réseaux qu'on utilise que certaines personnes un peu moins jeunes que moi. Mais après ça, l'autre raison, c'est parce que je crois qu'il faut qu'on change les mentalités africaines. Et je pense qu'il faut que ça commence par les jeunes. Quand on voit que 60%
de la population de l'Afrique a moins de 24 ans. Je pense qu'il faut vraiment miser sur les jeunes pour qu'ils créent et qu'ils s'émancipent de certains des archaïsmes qui nous ont empêchés d'aller de l'avant jusqu'à présent. Je suis en Afrique tous les mois, vraiment dans les grandes capitales, et la plupart des jeunes qui viennent me voir, c'est pour me demander du travail, du boulot. Et moi, je leur explique que moi, j'ai jamais été demandé du travail comme ça, j'ai toujours trouvé les moyens de créer mon propre emploi. Même si ça signifiait beaucoup d'années de galère, beaucoup d'années où j'avais même pas assez d'argent pour prendre le métro, pour circuler, etc. Ça a été très très difficile, mais j'avais une vision et une ambition que j'ai mis au service d'un projet dans les médias. Donc ça, c'était exactement le projet entrepreneurial. Mais ce que je déplore, et ça c'est un problème essentiellement dans les pays d'Afrique francophone, c'est souvent la mentalité du fonctionnaire. Je vois beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs parce qu'il n'y a plus d'emploi dans la fonction publique. Et j'en ai vu d'autres que j'ai conseillés moi-même et qui ont amorcé des projets, qu'ils ont réussi même à porter jusqu'à des microfinancements et qu'ils ont abandonné à partir du moment où ils ont trouvé un emploi stable avec un salaire fixe. Et donc je pense que le changement sociétal qu'on vise avec ce site et avec ce projet média, c'est vraiment une mentalité qu'on doit essayer de modifier. Et je pense que l'instantanéité de la transmission de l'information avec les réseaux sociaux et Internet va accélérer cette transformation. Et du coup, j'ai choisi de cibler les jeunes et pas les moins jeunes parce que je pense qu'on aura un impact beaucoup plus rapide. Alors c'est un choix business, mais c'est aussi un choix personnel. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, mon ambition, c'est de transmettre mon expérience et mon savoir-faire. Ce n'est pas forcément d'influencer ceux de ma génération de la même manière. Parce que, en fait, ce qu'on voit en Afrique, c'est qu'il y a une élite qui a émergé. Voilà. Mais ce que je constate, avec certains de mes confrères qui ont réussi à percer, c'est que parfois, l'esprit de partage et de transmission n'est pas toujours présent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est former les jeunes, c'est les accompagner dans leur réflexion pour qu'eux aussi puissent créer des projets et des entreprises pérennes. Et même ceux qui ne sont pas créateurs de l'entreprise, qui ne sont pas fondateurs de l'entreprise, je les encourage à s'intégrer dans des projets collectifs pour que, effectivement, ça puisse créer des emplois et un écosystème d'émulation pour que chacun puisse arriver à manger à sa faim et s'en sortir de cette manière-là. Merci pour la question. Parce qu'effectivement, ce que je constate aussi, et je le dis comme ça ouvertement, dans les médias, en tout cas dans les domaines qui nous intéressent, les pays qui gagnent et qui sont le plus en avance et plus innovants, ce sont les pays anglophones. Donc moi, j'ai toujours eu cette manie, je commence par les pays anglophones et j'arrive dans les pays francophones après, parce que je trouve que, honnêtement, entre nous, il y a un petit peu moins d'innovation dans ces pays-là, et je trouve que ça prend beaucoup plus vite dans les pays anglophones. Donc j'ai choisi Johannesburg comme base de notre structure africaine. Mais aujourd'hui, avec le monde connecté dans lequel on est, qu'on soit à Dakar, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Johannesburg, on peut communiquer de la même manière. Le seul problème, c'est la connectivité et la rapidité d'Internet. Donc je pense que tout ça est délocalisé à l'instar du web et qu'on doit saisir les opportunités pour communiquer, parce que je vois même dans cette salle plusieurs collaborateurs qui ont déjà travaillé avec moi sur des projets et avec lesquels on s'est rencontrés peut-être que 2 ou 3 fois, mais ça ne nous a pas empêché de réaliser des projets en temps et en heure. Donc pour les jeunes sénégalais de Dakar ou d'ailleurs qui veulent entreprendre dans les médias ou qui veulent se lancer dans une carrière de journalisme, il ne faut pas que vous vous disiez que les frontières sont des barrières, mais au contraire, Internet est une opportunité pour vous, pour exporter vos talents et nouer des relations en dehors des frontières du Sénégal. Je crois qu'il y avait une question. Et je pense que l'idée, ce n'est pas d'importer, mais c'est d'innover en adaptant. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les innovations made in Africa. Je passe beaucoup de temps avec les jeunes entrepreneurs des capitales africaines, mais aussi des arrière-pays. Et ce que je vois, c'est que ceux qui arrivent à s'en sortir et à vivre de leur innovation
ce sont ceux qui arrivent à adapter les technologies innovantes aux réalités de leur pays, de leur ville ou même de leur village. Je parle beaucoup d'Afrique anglophone parce que je suis émerveillé, très impressionné, et j'ai les yeux qui brillent à chaque fois que je vais à Nairobi. Pourquoi? Parce que je vais dans des endroits où ils identifient des besoins très précis, ils font un constat par rapport à ces besoins, et ils arrivent à créer des applications mobiles, même avec des protocoles comme USSD, donc je ne parle même pas des smartphones, ou des technologies qui ont besoin d'une très forte connectivité. Et avec ça, ils arrivent à créer des applications et des solutions qui fonctionnent dans leur localité. Je trouve ça absolument incroyable parce que ce sont des innovations qui peuvent être exportées dans d'autres pays africains. Ceux qui ont échoué, et c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils ne s'en sortiront pas. Ce sont ceux qui font du copier-coller. Voilà, ils prennent un modèle économique qui a bien marché en France ou aux États-Unis et ils essaient de faire la même chose en rajoutant un nom africain. Donc, en général, ils prennent un nom soit Wolof ou un nom comme ça et ils font exactement la même chose sans tenir compte des réalités du terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, les opportunités sont tellement énormes autour d'Internet pour les métiers, pour les métiers dans lesquels on évolue, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce de proximité, que ce soit la communication, que ce soit l'artisanat, la distribution, qu'il faut voir quels sont les obstacles localement et se dire comment je peux arriver à surmonter ces obstacles en pensant aux choses auxquelles n'ont pas pensé les autres. Je donne un exemple. Le plus grand entrepreneur de notre génération, en tout cas dans les nouvelles technologies, à votre avis, c'est qui? Moi, j'ai un avis là-dessus. Si je devais vous dire qui est le plus grand entrepreneur de notre génération, ou de votre génération, je vais être encore plus précis, le plus grand entrepreneur de votre génération, c'est qui? Vous avez dit? Évidemment, Mark Zuckerberg. Donc, Mark Zuckerberg passe beaucoup de temps en Afrique en ce moment, il passe beaucoup de temps en Inde, parce qu'il s'est rendu compte que les relais de croissance de Facebook sont dans les pays émergents. Là, la semaine dernière, il était en Inde, il arrive bientôt en Afrique, et la semaine dernière, il a mis en place une pratique au sein de Facebook où, pendant une journée de la semaine, tous les employés ne peuvent être connectés que sur la 2G, donc sur Edge. Ils ne peuvent pas être connectés sur le Wi-Fi parce qu'il veut que ces employés, ces dizaines de milliers d'employés chez Facebook, connaissent les réalités de la connectivité dans les pays émergents, en Inde et dans les pays d'Afrique. Donc je pense que le fait que lui, Zuckerberg, pense à ce genre de solutions pour les pays émergents, ça veut dire que ça va créer 1001 opportunités pour les jeunes entrepreneurs d'Afrique qui pourront ensuite se greffer sur l'écosystème de Facebook pour diffuser leur innovation. Mais il ne s'agit pas de créer le nouveau Facebook, il ne s'agit pas de créer un nouveau réseau social, il s'agit de voir ce dont on a besoin ici chez nous en Afrique et de voir comment on peut éventuellement faire une alliance avec Facebook pour pouvoir diffuser cette innovation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mamadou Riba et je suis consultant Stereo Broad Airlines. Je vois que vous mettez, d'abord félicitations pour votre présentation et je vois que vous mettez beaucoup sur la problématique de l'Afrique francophone. Donc ma question, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat et le leadership passent par un canal qui est l'anglais par exemple, pour ne pas dire d'autres langues? C'est ça ma question, merci. Là, ça c'est une question à laquelle il est vraiment difficile de répondre parce que nul ne doute aujourd'hui du fait que la langue internationale du business est l'anglais. Donc les grands entrepreneurs anglophones ont plus de capacité à réunir des fonds parce qu'il y a plus d'investisseurs qui parlent anglais. Et donc c'est un obstacle, encore une fois, pour les pays francophones parce qu'il y a des gens qui n'iront pas dans un pays quand ils ne comprennent pas la langue. Vous avez vu que le président Kagame, quand il a mis l'anglais comme langue nationale au Rwanda, que la croissance a augmenté de 2% en 2 ans et que les investissements directs étrangers sont multipliés par 3.
Donc ça ne veut pas dire que chaque pays d'Afrique doit devenir anglophone. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais je dis qu'il est effectivement plus difficile. Mais après, moi je fais partie de ceux afro-réalistes qui se disent que peut-être qu'il y a un peu moins de concurrence dans les pays francophones pour ceux qui sont en train de se lancer et que évidemment il y a aussi des opportunités à saisir parce qu'il y a moins de concurrence. Quand je vais à Nairobi aujourd'hui, quand je vais à Lagos, quand je vais à Johannesburg, je rencontre des dizaines de créateurs d'entreprises. Et ils ont tellement... Ouais. Ils en créent tellement qu'il y a une telle émulation qu'effectivement, il y en a même qui se découragent parce que c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est devenu très à la mode d'avoir sa start-up. Il ne s'agit pas de créer une start-up à tout vent parce que voilà, ça fait bien d'avoir une start-up ou CEO sur sa carte de visite. C'est pas ça. L'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a un réel besoin dans votre environnement, que ce soit un pays francophone ou anglophone, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre équipe pour satisfaire ce besoin. Et en fait, on me dit oui, mais toi tu dis ça parce que tu as créé une entreprise voilà, qui a des millions et des millions d'abonnés, mais en réalité, quand j'ai commencé, j'avais que 15 lecteurs. J'avais commencé avec un petit magazine confidentiel, j'avais que 15 lecteurs, je l'ai fait de chez moi, j'avais pas de bureau, etc. Donc il faut commencer petit, mais rêver grand. Et si votre point de lancement, c'est un quartier de Dakar, faites d'abord vos preuves dans ce quartier de Dakar, ensuite dans la métropole de Dakar, ensuite dans tout le Sénégal, et ensuite, pourquoi pas, dans les autres pays de la CEDEAO. Et après, vous pourrez conquérir les marchés anglophones. En fait, je procède toujours par cercle concentrique. Je cause une case, voilà. Ça a bien marché dans la ville, ensuite on va penser à l'État. Ensuite, on va penser à l'ère géographique. Et ensuite, on va penser au continent entier. Et ensuite, pourquoi pas le monde entier. Mais avant d'avancer dans les étapes successives, il faut avoir fait ses preuves localement. Je peux ajouter un mot là-dessus. Oui. Je voudrais ajouter un mot là. Le pourcentage des investissements qui augmente à cause du président Kagame et de l'anglais. Attention, arrêtons-nous pour réfléchir. Est-ce que ce pourcentage a augmenté parce que l'anglais a été introduit dans son pays, ou bien est-ce que c'est parce que le président Kagame, étant qui il est, a introduit une certaine manière de faire qui a pu booster les choses? Pensez au président Kagame, vous l'avez jamais vu en costume avec cravate et tout ce côté, peut-être francophone entre guillemets. Regardez un peu le président Kagame, la façon dont il fait les choses. C'est peut-être cette personne-là qui a induit cette augmentation beaucoup plus que la langue anglaise, ou les deux en tout cas en même temps. Il est venu avec une nouvelle mentalité peut-être, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce que je dis, le plus dur c'est le changement de mentalité. Alors bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Lionel Patrick Decaux, je suis élève ingénieur à l'ESMT. Et déjà merci pour votre présentation et le fait que vous partagez avec nous votre expérience et vos conseils. Alors ma question est la suivante. Déjà il y a un proverbe africain qui dit « Qui veut aller vite part seul, mais qui veut aller loin se fait accompagner ». Et dans votre présentation, vous avez parlé du fait que avoir comme collaborateur et cofondateur votre cousine, quelque part, c'est révélé être un problème. Et j'aimerais savoir, est-ce que nous devons comprendre que c'est un piège d'avoir comme collaborateur et peut-être cofondateur quelqu'un de notre famille ou bien un ami très proche? Et si ce n'est pas un piège, quels sont les conseils que vous... Je crois que ce micro ne m'aime pas. Oui. Oui, oui. Alors, si ce n'est pas un piège, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner sur le choix des collaborateurs? Quels sont les principes que vous avez observés pour partager avec nous? Merci. Merci pour cette question. Merci pour cette question qu'on m'a souvent posée. Et je vais répondre de manière aussi franche que possible. Mais avant de répondre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Alex Ferguson? Qui est-ce qui connaît Alex Ferguson dans cette salle? C'est que des hommes, j'imagine. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui connaît Alex Ferguson? Est-ce qu'il y a une femme? Non, ben voilà. Il n'y a pas de femmes qui connaissent Alex Ferguson. Bon.
Alex Ferguson était pendant 26 ans le manager de l'équipe de foot Manchester United. Et en 26 ans, il a gagné 13 coupes de la Premier League. Donc il est considéré comme étant le meilleur manager de foot de ces 50 dernières années. Et il vient de publier un livre que j'ai terminé hier, c'est pour ça que je veux lui rendre hommage. Le livre s'appelle Leading. Et le chapitre qui m'a le plus intéressé, c'était le chapitre sur l'esprit d'équipe. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ses équipes, il avait des gens comme David Beckham. Les femmes, vous avez entendu parler de David Beckham ou... Oui, d'accord. Il avait des gens comme David Beckham qui étaient des superstars en herbe. Mais David Beckham, quand il ne voulait pas jouer au sein de l'équipe et qu'il voulait en faire qu'à sa tête, Alex Ferguson n'hésitait pas à changer d'équipe. Pourquoi? À le sortir de l'équipe et à changer d'équipe. Parce que l'objectif, c'était la victoire de Manchester United et pas la victoire de David Beckham ou d'un individu au sein de l'équipe. Donc, c'est peut-être une manière un peu longue de répondre à votre question, mais moi, je n'ai jamais hésité à changer d'équipe quand je sentais que ce n'était pas une équipe qui pouvait gagner. Alors, quand je sentais qu'il n'y avait plus de confiance, quand je sentais qu'il y avait du mensonge, quand je sentais qu'il y avait de la trahison, et quand je sentais qu'il y avait de l'égocentrisme, je changeais les membres de l'équipe parce que je sentais que la seule manière d'avancer, c'était d'avancer ensemble. Mais j'avouerai aujourd'hui que j'ai même moi-même péché par arrogance, parce qu'il y avait une période de ma vie où j'étais tellement sûr de moi que je pensais que j'avais toujours raison. Vraiment, parce que ça avait réussi à plutôt bien marcher, et je pensais que c'était moi qui devais toujours avoir le dernier mot, et qu'au sein de l'équipe, chacun pouvait s'exprimer, mais que c'était toujours moi qui devais décider au final. En matière de leadership, ça a fonctionné, mais ça a aussi ses limites. Avoir son équipe, ça veut dire pouvoir compter sur son équipe et savoir écouter son équipe. Aujourd'hui, les équipes qui fonctionnent, que moi je vois dans la durée, ce sont celles où le chef de l'équipe arrive à fédérer des talents complémentaires. Donc, ce ne sont pas des équipes comme ma cousine et moi, où on avait exactement le même parcours, exactement les mêmes ambitions. On savait tous les deux faire la même chose. Et ensuite, quand je me suis associé à Richard Weiner dans ma deuxième entreprise, qui s'appelle Trace, je me suis entouré d'un financier. Parce que je savais que j'étais beaucoup plus porté par la créativité que par les finances. Alors que ma cousine et moi, on était exactement sur la même ligne au niveau de la créativité. On n'avait pas de financier. Du coup, on a été droit au mur, parce qu'à un moment, il faut un financier pour dire non, vous dépensez trop, vous ne dépensez pas assez, etc. Donc, les meilleures équipes sont celles où il y a un très bon financier, un très bon comptable, un très bon créatif, une très bonne personne qui peut gérer les ressources humaines, et même une personne qui arrive à négocier les conflits au sein même de l'équipe. Mais, au final, il faut un chef ou une chef. Et il faut quelqu'un qui puisse trancher sans, comme moi, penser qu'elle a toujours raison. On a le temps pour deux questions. Donc, moi, je suis très déçu parce qu'il n'y a pas une seule femme qui a posé une question pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a une femme qui veut poser une question? L'avant-dernière question. Fondateur ou les cofondatrices. Il faut mettre le projet et la vision qui doit être très très claire au service d'une ambition. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que moi j'avais une vision très claire pour un média autour de la culture hip-hop. Moi j'étais absolument fasciné, obsédé par le hip-hop et la culture urbaine. Et les différentes cultures urbaines d'ailleurs. Donc j'ai créé un projet autour de ça parce que j'arrivais à imaginer ce que pouvait devenir un média ancré dans cette culture-là. Je n'essayais pas de créer un média autour de la cuisine, de la gastronomie ou du sport parce que ce n'était pas mon domaine. Donc, il faut quelqu'un qui puisse être très clair par rapport à la vision de ce que l'entreprise peut devenir. Lorsqu'il y a trop d'intervenants, ça devient extrêmement difficile parce que ça se transforme en cacophonie. Il y a différents points de vue et, comme je disais tout à l'heure, personne n'aura vraiment tranché, donc la vision ne sera pas très claire. Mais une fois qu'on a cette vision-là, il faut absolument créer une équipe soudée, petite de préférence, qui puisse partager cette vision et une ambition de croissance.
Dernière question. Ah, super. Je crois qu'il avait déjà reproché. Ah oui, donc peut-être deux dernières questions. So, hi everyone. Hello. My name is Sarna Aidaragno. I'm a student and I'm from BEM school. So I have one question. Thank you so much for coming here and presenting this speech. So I have one question. I wanted to know what is the best way, like an entrepreneur like you, what is the best way to succeed in the entrepreneurial sector? If you were in a country like Senegal, where the mindset is maybe different from what we see in the United States or what we see in Philippines, those countries where people can really can start something new without getting this fear inside of them. So that was my question. And also, I wanted at the end you to advise all the young people here to how to say it, to get this the self-confidence inside of them, and then that will make this country maybe better than what everyone expected to be. Thank you. Thank you. Thank you very much for the question. I'm going to answer in English, if that makes it easier. What I find is the self-confidence is a consequence and a direct result of the passion that you have for the project. And I think many entrepreneurs succeed because they're very passionate about the project. When you're very passionate about your company and the project, it doesn't feel like work. So you can be working very late in the night, into the night, and it doesn't feel like work because you would be doing it even if you were not getting paid. Of course, it's better to get paid. But the point is, I cannot tell you how many entrepreneurs approach me because they want to do what somebody else did. They just want to copy somebody else's idea. And when you start probing, you realize that they don't really have any real passion or, quite frankly, any real knowledge about the industry. They just want to do it because they feel that other people are making money in this industry, right? If I told you the number of times I've been approached with projects related to money transfer schemes, you know, if I had 10,000 CFA for each time I've been approached, I'd be a very rich man now. Everybody wanted to do money transfer because they heard that M-Pesa became very successful and that's a way to get rich very quickly. You know, what I look for is somebody who really feels truly passionate about their project. If you're passionate about flowers, then you can start a business distributing flowers and maybe it can grow into a very large business. If you're passionate about food, there's so many industries around the food industry that need to be created and that can be optimized and rationalized by better distribution, supply chain, and internet as well for distribution. So there are so many ideas. But the last thing I want to say about Senegal is I don't think you should be ashamed of the entrepreneurial culture in this country. I mean, some of the most astute business people that I've met are right here in Senegal. And many of them are women. Every time I go to the market here in Dakar, I meet some of the toughest negotiators I've ever seen. These women are tougher than the people who work at Goldman Sachs. But sometimes it just takes somebody to see something in you and to help you to blossom by helping you to follow that passion. So the self-confidence comes from knowing that you're in the right place and that you're doing something that you really love. Dernière question par ici. Bonjour. Oui, mon nom est Maître Diaw. Levez-vous s'il vous plaît, ce sera plus simple. Oui, je disais que mon nom est Maître Diaw. Je suis chargé de production dans une nouvelle boîte de production qui a démarré ses activités en 2013 au Sénégal. Donc, moi, ma question serait plutôt pour le financement des projets, surtout dans le milieu des médias. C'est très cher parce que nous sommes en train de produire une série qui a été soutenue par beaucoup d'organismes ici à Dakar. Mais à un moment donné, nous rencontrons des difficultés, surtout pour le volet financier. Et il est difficile, je voulais dire qu'il est difficile d'être accompagné par les structures financières ici en Afrique. Les banques n'ont pas facilement confiance. Ils vous demandent des documents, ils vous demandent des garanties qu'on ne peut pas avoir certainement quand on est une nouvelle entreprise. Et j'aimerais savoir si vous avez des conseils à nous donner
par rapport à ça. Ben oui, oui, merci pour la question. Moi, je vais vous reposer une autre question. Donc, ah oui. D'accord, ok. Self-confidence à la sénégalaise. Donc, oui, est-ce que vous connaissez... Moi, la question est la suivante. Est-ce que vous connaissez Youssou N'Dour? Oui. Ben voilà, il faut aller voir Youssou N'Dour pour qu'il investisse dans votre entreprise. Pourquoi? Mais pourquoi vous riez? Mais moi, en fait, quand j'ai commencé... Une seule personne ne peut pas porter tout le poids d'un tel projet. Mais voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que même si Youssou N'Dour ne met que 100 000 CFA, oui, vous pouvez aller voir d'autres investisseurs derrière pour dire « Mais Youssou N'Dour a investi dans ma société ». En fait, ça prend du temps de monter ce genre de regrouper, de faire un tel montage financier. Et parfois, on a des contraintes par rapport à la diffusion parce qu'on est lié au calendrier de diffusion des chaînes de télé. Il faut produire à temps. Et parfois, on se trouve bloqué, on a même des risques que le projet s'arrête parce qu'on n'a pas assez de fonds pour terminer le tournage, terminer la post-production. Et voilà, ce sont ce genre de problèmes qui se posent. Oui, mais en fait, ce que disait le professeur Sen tout à l'heure, quand il disait que en fait, je me voyais en vous, c'est ce que vous venez de dire, c'est des problématiques que moi-même j'ai vécues personnellement. Vous me parlez de chaîne, je sais comment ça se passe. Donc, ça prend toujours plus de temps et c'est toujours plus difficile qu'on ne se l'imagine. Oui. Moi, j'ai commencé, en fait, il y a presque 20 ans. J'ai mis presque 15 ans à gagner de l'argent avec ce projet Trace. Mais on ne parle jamais des 6-7 premières années où je galérais, où j'essayais de trouver tel investisseur, où tous me disaient que ça ne pouvait jamais marcher, qu'il fallait abandonner ce projet. Donc, après, il y a toujours un déclic. Une personne qui croit en vous, ça peut être un homme, une femme, un Sénégalais, un étranger, et avec ce déclic-là, vous pouvez avancer et fédérer d'autres personnes autour de votre projet. Mais il faut être patient. Si vous voulez gagner tout de suite de l'argent avec ce projet audiovisuel... parce qu'on n'y pense pas pour l'instant, oui. On peut mener à terme les projets qu'on entame. Oui, donc il faut commencer petit et savoir que ça prend toujours quelques années de plus. Voilà. Merci beaucoup. Oui, dernière question ici, self-confidence sénégalaise. Oui, Adama. Je crois que le micro ne marche pas, hein? Ça marche? Ok, c'est bon. Moi, je m'appelle Yassine Sek, je suis ambassadeur à l'SLD. Donc, moi, ce ne sera pas plutôt une question. Mais moi, le problème que j'ai remarqué pour les jeunes Africains, ce n'est pas forcément un entrepreneuriat. Ils sont très entrepreneurs, à mon avis. Mais le problème qui se pose souvent chez nous, les jeunes Africains, ce n'est pas forcément de créer quelque chose. Dans les écoles, en l'occurrence, de télécommunication, on voit des jeunes qui développent des applications, mais le problème qui se pose au finish, c'est le déploiement. Soit qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui peut les accompagner sur le plan financier, du coup ça pose un problème. D'accord? Maintenant, moi aujourd'hui, ce que je voulais poser comme question à votre niveau, est-ce que vous avez mis en place une politique d'accompagnement de ces jeunes-là? Parce qu'à mon avis, il ne suffit pas simplement d'accompagner les jeunes, de faire des projets, seulement réaliser un projet. Est-ce que derrière, il y a un plan de financement qui se pose pour qu'après réalisation de ce projet puisse être financé? Et j'ai constaté dans nos pays, surtout au Sénégal, ça pose un problème. On a un projet, c'est mon cas. J'ai un projet, j'ai créé mon entreprise il y a longtemps, mais je ne trouve pas un bailleur qui peut me financer. Parce que souvent, comme la jeune dame a dit tout à l'heure, ils n'ont pas confiance à nous, les banques. On n'a pas les moyens nécessaires pour mettre en activité notre projet, ou bien faire en quelque sorte, que le projet démarre petit à petit. De ce fait, on est obligé souvent de nous ranger sur le devant des couloirs. Maintenant, vous, quelle est votre politique financière que vous mettez en place pour les jeunes africains pour pouvoir au moins réaliser le projet? Merci. Merci pour la question, qui est peut-être la question qu'on me pose le plus souvent, qui revient auprès des jeunes. En fait, la réponse, déjà à la première question, c'est que moi je fais beaucoup à titre personnel, parce que j'ai créé, comme je vous ai dit, le Forum des jeunes entrepreneurs pour mettre en relation certains jeunes entrepreneurs du Togo avec des bailleurs de fonds.
Moi-même, j'ai investi dans plus de 23 entreprises. Et sur les 23, il y en a à peu près 17 qui ont déjà fait faillite. Donc j'ai perdu ma mise. Mais ce n'est pas grave. Quand on investit, ses fonds propres, il faut savoir qu'il y a plus de chances que ça échoue que ça ne réussisse. C'est la logique même de l'investissement. Donc, ça veut dire que puisque l'investisseur sait qu'il y a de grandes chances qu'il ou elle perde son argent, il va falloir le convaincre. Et comment est-ce qu'on arrive à le convaincre? En ayant déjà un bilan par rapport à ce que vous avez réussi à faire. Parce que je vois tellement de jeunes entrepreneurs qui viennent me voir avec de très très bonnes idées et je leur demande, mais vous avez déjà commencé dans votre quartier? Non. Ça reste en fait au plan, même pas au plan d'affaires, ça reste juste sur une idée, sur quelques lignes sur une feuille, et après ils se plaignent parce qu'on leur a piqué leur idée. Et ils disent, voilà, moi j'avais une très bonne idée, mais c'est l'autre personne qui l'a faite. Donc, si vous voulez convaincre un investisseur comme moi, qui non seulement investit, mais aussi met en relation des jeunes entrepreneurs avec des investisseurs dans mon réseau, vous devez déjà faire vos preuves à votre tout petit niveau. Montrez que vous êtes capable d'entreprendre réellement et que vous avez au moins quelques clients qui vous ont fait confiance. Et si vous n'avez que même 50 000 ou 100 000 ou 200 000 de chiffre d'affaires, au moins vous êtes arrivé jusque-là. Mais ceux qui sont à zéro, qui n'ont que 3 ou 4 lignes sur la feuille et qui pensent qu'on va leur donner de l'argent ou leur prêter de l'argent, ben c'est un leurre. Parce qu'on nous vend cette histoire sur l'entrepreneuriat, c'est la voie du succès, de la richesse, mais ce n'est pas ça en réalité. L'entrepreneuriat, c'est très très difficile. C'est beaucoup de sacrifices personnels, et ça je peux vous en parler à titre personnel, et c'est l'incertitude permanente. Voilà, donc le seul conseil, c'est faites-le, ou comme disent les Américains, just do it. Merci beaucoup. Je vais faire une photo rapidement du groupe, ça me fera très plaisir. D'accord. Et entre-temps, je vais remercier tous d'être venus. Je remercie Claude Gonitsky et bien sûr Ward qui est professeur Sen. Et il y aura des rafraîchissements juste après la photo derrière vous. Merci.